Merci d'être là. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore croisés. Donc moi, c'est Magali Nelly et je suis là aujourd'hui avec Jean-Gabriel pour vous parler des OKR, le programme qu'on a mis en place chez Extel, une fintech en Belgique. On vous raconte tout sur le temps qui nous est imparti. Je ne suis pas toute seule, hein. Jean-Gabriel m'accompagne avec sa vision, son côté stratégique. Il est CEO chez Extend. Il a monté ça avec son associé il y a quelques années. C'est un développeur à la base, mais un fou des tables pivot sur Excel. Il peut pitcher une API comme certains racontent un poème. Et il est persuadé qu'une startup peut changer le monde à condition de bien coller et de ne pas se rater sur sa roadmap. Et on va vous expliquer voilà, comment ne pas tomber en PLS collectif en essayant de survivre aux OKR. Merci Magali. Alors Magali, elle est sympa parce qu'elle dit que je suis CEO, que j'ai la vision, etc. Mais en fait, je suis surtout très désordonné. Donc j'ai 1000 idées à la minute. Je ne les trie absolument pas. Je dis tout ce qui me passe par la tête. Et ça peut être excessivement dérangeant, surtout quand on ne gère absolument pas ce qui suit après. Donc Magali, en fait, elle nous a renforcés dans l'équipe. Elle a apporté tout ce qui faisait défaut, donc le cadre, la rigueur, la boussole, la personne qui guide, qui 15 jours après une réunion revient avec des résultats et un plan d'action et qui vous fait croire qu'en fait c'est elle qui a eu l'idée, mais en fait elle a tout tracé, donc en fait quelque part c'est elle qui a eu l'idée. Alors, les OKR, on va essayer de bien gérer les fiches et les micros pour être cohérent. On n'est pas des spécialistes des OKR, hein. On a découvert les OKR en les mettant en œuvre, donc on n'est pas des coachs, on est juste une start-up qui vient Partager son donc, expérience. c'est un tour d'expérience qu'on veut vous faire, quoi. Et on n'est pas des spécialistes du mode conférence non plus. Et donc les objectifs avant, on en avait des résultats un peu moins. Notre contexte, pour vous planter le décor, donc une start-up dans le secteur des fintech basée à Charleroi, active sur l'Europe avec une équipe délocalisée au Portugal, à Lisbonne. Le management est à Charleroi et les développeurs et le support sont au Portugal avec un consultant aussi situé à Faro, plus au sud. 11 personnes, mais 4 métiers différents, les développeurs, les fondateurs, donc Jean-Gabriel et Mike, fondateurs associés, qui sont des purs techniciens experts en développement, 2 pays, 2 langues maternelles, 1 heure de décalage horaire. Ça, c'était un peu notre contexte pour faire avancer la machine. Alors, des résultats, on en avait en fait, hein. Elle est un peu dure en disant on n'a pas de résultats. Oui, on avait des résultats, mais en fait, on ne savait plus très bien pourquoi on avait des résultats parce que c'était pas tracé. Donc, la nécessité d'avoir quelque chose qui permettait d'avoir un suivi, de comprendre ce qui se passait et quelle action avait engendré quoi, ben, très très vite, quand la boîte est à 3 ou 4 personnes, en fait, ça vit et ça tourne, mais quand on grandit et qu'on a des ambitions qui commencent vraiment à apparaître, on se rend compte qu'on a besoin d'outils, en fait. Et les OKR, c'était vraiment une claque, parce que ça nous a permis, a posteriori, de se dire, ah ben tiens, c'était un bon choix, et ça a été vraiment bénéfique pour l'ensemble de l'entreprise. Donc pas 1 ou 2 personnes, mais vraiment tout le monde dans l'entreprise. Et donc, avant, la vie d'avant, comment ça se passait? On faisait de l'agile freestyle, hein, une méthodologie, on en avait une, mais elle était un peu floue. Elle pouvait aussi varier au fil du temps. Beaucoup de réactivité parce que petite équipe et un CEO très créatif dans ses stratégies et sa génération d'idées. Donc beaucoup d'initiatives, mais de la difficulté au niveau de coordination pour mettre tout ça en musique et surtout suivre les résultats. C'était compliqué d'évaluer les résultats au fil de l'eau. Bon, on n'a pas posé les questions, mais il y en a qui gèrent des petites boîtes de 5 à 10 personnes. Un, deux. Les autres, vous êtes plus freelance ou plus dans des grosses boîtes? Les grosses boîtes, ok. Alors, donc, je ne sais pas si c'est une particularité des petites boîtes, mais chez nous, en tout cas, c'était insufflé par moi. J'avais plein d'idées, je tapais tout dans Teams, dans Microsoft Teams, je pensais que tout le monde lisait toutes les infos et que donc tout le monde savait que j'allais changer des prix dans 15 jours ou 3 semaines. Et les gens ne captaient pas 3 semaines plus tard pourquoi le pricing avait changé, parce que la moitié n'avait pas lu les messages dans Teams, ceux qui avaient lu l'autre moitié avaient juste pas compris, et il y avait juste 2 gars qui avaient compris. Donc c'était un vrai décalage en fait. On n'avait pas les bons outils,
par rapport au mode de fonctionnement. Et moi, j'adore le côté start-up où on est très réactif. Il y a des informations qui passent sur LinkedIn, on voit que les concurrents se positionnent sur un produit ou sur un autre. Et donc, je voulais insuffler cette dynamique et être peut-être un peu trop réactif. Et donc, Magali a amené quelque chose qui est un peu plus le calme plat ou la sérénité. On prend le temps, on pose les choses et on exécute. Alors qu'avant, c'était on a une idée, on a un point et hop, on exécute tout de suite. Et les gens vont comprendre en cours de route, en fait. Et donc la vie d'avant, voilà comment ça se passait. On avait très concrètement un peu chacun ses objectifs individuels, chacun ses outils favoris aussi. On se parlait beaucoup puisque on était ensemble dans la proximité et même le lien avec les équipes au Portugal était solide et régulier. Non, c'est ça la vie d'avant. La vie d'avant, voilà, des outils, l'un qui préfère l'un plutôt que l'autre, les discussions voilà, sur le pourquoi du comment. Et peu de concertation finalement sur les enjeux qui nous amènent à faire des choix, à prioriser des actions. Du coup, on parle quoi de l'alignement? C'est pas parce qu'on se parlait beaucoup et souvent qu'on travaillait proche l'un de l'autre qu'on était forcément alignés. Sauf pour aller luncher et décider ce qu'on allait manger. Et prendre des apéros. C'est moi. On est toujours près du DAF. Ouais. C'est toujours de ma faute, en fait. Et donc, en fait, dans la vie d'après, ce que ça a permis d'avoir, c'est des objectifs qui sont, en tout cas, avoir un objectif qui était commun et partagé par tout le monde dans l'équipe. Alors, on n'est pas nombreux, on est 10, donc on pourrait se dire, ça communique, mais en fait, non. Ça, enfin, en tout cas, à cause de moi, ça communiquait pas des masses. En tout cas, pas efficacement. Et puis, avec les OKR, on se retrouve avec une mécanique où on a des gens qui sont centrés et focalisés sur un objectif. Ils travaillent tous dans la même direction. Ils ont tous des points d'action et des initiatives à gérer et qui contribuent chacune à l'objectif qui est à atteindre. Et ça, pour nous, c'était une vraie nouveauté, c'était une découverte, parce qu'on l'a fait au fil de l'eau, on a appris en faisant, mais a posteriori, après le premier cycle, on se dit, waouh, c'est dingue, parce que ça crée de l'alignement, en fait, ça crée de la consistance dans la boîte. Donc c'est ça que vous voyez ici sur l'après. On rentre tout doucement dans la théorie. On a promis qu'on ne ferait pas de tuto ici, mais quelques partages de bonnes pratiques. Vous avez voilà, un objectif commun qui est surtout bien défini dans un langage et des mots que tout le monde peut comprendre. Des key results qui montrent comment on va mesurer l'avancement au fil de l'eau avec voilà, la boussole, la jauge, vous l'appelez comme vous voulez, qui est bien là en permanence sur la progression. Et les initiatives qui sont en bas, et on va voir comment ces initiatives peuvent varier au fil du temps et peuvent aussi être des erreurs, en fait, et c'est OK avec ça. Donc, pourquoi on s'est lancé? Alors, chez Extend, on a une chouette équipe technique. Je suis développeur, donc je suis le boss de la boîte, mais je suis développeur à la base. Donc, c'est-à-dire que mon plaisir dans la boîte, c'est de développer le logiciel aussi. Donc, il a fallu très longtemps pour que je lâche l'outil de développement et que je ne fasse plus que le métier de CEO. Mais je considère aujourd'hui que je suis toujours développeur. Donc, la transition a été compliquée pour devenir, rentrer dans le rôle de CEO. Mais ça veut dire qu'en fait, on était très focus sur le produit, sur la technologie, sur notre système de paiement qu'on était en train de développer. On était très focus aussi sur le client, parce qu'en fait, moi, j'adore les clients, donc le support, le suivi client, etc., ça marchait très, très bien. Et puis, il y avait un troisième pilier dans la boîte, qui est le pilier commercial. Et là, c'était un autre monde. C'est des gens que aujourd'hui, je ne les comprends toujours pas. Je n'ai pas spécialement d'affinité. Et donc, le premier objectif qu'on s'est fixé, c'était un objectif commercial, parce qu'en fait, la boîte fonctionnait bien, elle avait un chouette produit, mais on ne vendait absolument pas. Et un tôt ou tard, ça pose problème. Donc l'ambition numéro 1, c'était de dire on doit augmenter le MRR, le revenu mensuel, parce que c'est la cata. Donc on a un chouette produit, on n'a pas de clients qui partent, nos gars sont devenus des experts avec le temps, mais ça ne marche pas, quoi. On est vraiment trop mauvais dans la vente. Donc c'était notre objectif commun, qui s'est traduit sur l'ensemble de la team. Et j'insisterai sur les visions métiers très à l'opposé entre voilà, marketing, commercial, technique, support client, qui faisait l'expertise et la spécificité de notre petite équipe. Et du coup, ça veut dire quoi? On venait chacun avec notre expertise en réunion, notre vision du monde, notre vocabulaire, notre lecture des choses. Et parfois, notre point de vue ne se rencontre pas, mais se télescopait. Donc, tout le monde avait raison, mais on n'était pas aligné forcément sur
sur l'impact qu'on voulait attaquer en commun. Et du coup, pour orchestrer ces expertises métiers, c'était compliqué. Oui, alors, c'est amusant parce qu'en fait, la personne qui a fait les slides pour aujourd'hui, c'est Magali. Donc, c'est normal, c'est elle qui structure les choses. Du coup, quand elle a fait ce slide, elle a mis le mot impro. Et je ne lui ai pas demandé de retirer parce que ça me fait sourire de voir le mot impro, parce qu'en fait, sa perception des choses quand elle est arrivée chez Extend, c'était qu'on improvisait beaucoup. Alors que moi, dans ma tête, on n'improvise pas, on réagit, on ajuste, on avance, je tape des messages dans Teams et tout le monde va dans la direction. Donc, il a fallu aussi que les visions se rencontrent, en fait, parce que dans ma tête de CEO, j'improvisais jamais, en fait. Et donc, au début, c'était un peu vexant quand elle disait, bon, enfin, on improvise, on n'est pas structuré. Alors, je ne comprenais pas son truc, quoi. Donc, aujourd'hui, je vois le mot impro, ça me fait plus sourire, je comprends le message. On est vraiment passé d'une mécanique d'improvisation, je le reconnais, à une mécanique de mesure aujourd'hui. Et donc, du coup, le contexte, un petit peu de méthodologie quand même si on ne passe pas du temps sur la théorie aujourd'hui. Pour ceux qui sont moins familiers avec les OKR et ce que ça veut dire vraiment, l'objectif, c'est le cap. C'est le cap qui doit être collectif et défini pour pouvoir progresser ensemble vers un objectif qu'on se donne, qui peut être à plusieurs mois, voire même un peu plus, selon la maturité et la vision des organisations, même un peu plus long terme, sur 1 an ou 2. En tout cas, c'est ça l'objectif vers lequel on va. Nous, on visait la Lune, carrément, depuis le début. Oui, bon, évidemment. Et donc, on définit l'objectif, et ensuite, cet objectif, il se ramifie en key result et initiative. Et moi, c'est vraiment la notion que j'ai découvert, c'est la notion de key result, c'est la mesure, en fait. Parce qu'en fait, je n'avais pas capté qu'on pouvait mesurer le fait qu'on passait de l'idée de changer la pricing grid au fait qu'elle était changée. Pour moi, c'était juste, je réfléchis 2 secondes, hop, je vais dans PowerPoint, je change les prix, je discute avec le commercial, et c'est bon. Donc, en fait, ça force à se poser les bonnes questions et à restructurer les choses, en fait. Et donc, on est passé d'une organisation en expertise métier à une organisation structurée autour d'un objectif commun défini et qu'on allait mesurer en chemin. Du coup, on va encore vous le détailler un peu plus en détail dans les slides qui viennent, mais l'alignement sur les discussions, la façon de s'organiser et même la priorisation de ces tâches et de ces projets était beaucoup plus évident, en fait. Est-ce que vous voudriez qu'on pose des questions à la fin? Vous avez des questions? Oui. Vas-y, on improvise. Pas les vieilles. Ça revient très très vite. Ah, il faut regarder, sinon. Allô. On a vu ce matin une session sur la vision et la mission. Et ici, donc ce matin, la vision était présentée comme le cap. Ici, j'ai l'impression d'entendre que l'objectif, c'est le cap. Comment est-ce que vous faites le lien avec les objectifs, la mission, la vision, la présentation de ce matin, etc. Comment est-ce que j'assemble tout ça après, moi, en sortant d'ici? Je propose de garder la question et même le micro, parce que dans les 2 slides qui viennent, on explique avec un exemple. Vraiment notre définition à nous, et on parle vision, mission et même valeur, en fait, dans le contenu des initiatives. Donc, on y arrive bien, la question est très pertinente. Les débuts, comment on s'y est pris? On avait beaucoup d'ambition, comme on vous le disait, mais on ne voulait pas s'attaquer tout de suite à nos vrais enjeux. Vous avez compris, les revenus, c'est un peu le nerf de la guerre. On a fait un fake case. Pour s'approprier la méthodologie, on s'est dit, OK, on se réunit ensemble, on fait un workshop, mais qui était fictif. Et comme on aime bien nos collègues du Portugal, on s'est mis autour d'une usine de sardines, de production de sardines, où on a mis du contexte. Voilà, on lui a donné une vision, des objectifs stratégiques à 5 ans, un organigramme avec des fonctions qui n'étaient pas les nôtres dans la vraie vie, mais qu'on a adopté avec un directeur RH, un directeur logistique, un directeur commercial, marketing, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait pour se former un peu, pour s'approprier la méthodologie, les termes, comment il fallait faire bien les choses selon la théorie OKR. On a fait ça en deux demi-journées, formation express, mais directement dans la pratique. On était optimiste, mais c'est un fait case qui nous a bien servi après, dès qu'on a gagné beaucoup de temps, quand on a dû rentrer dans nos propres défis à nous. C'était l'ambition de la première fois, on a été hyper
hyper généreux sur les objectifs qu'on se fixait. Oui, et ce qui était intéressant, c'était aussi de se dire, on sort du contexte d'Extend, on crée une fausse entreprise sur laquelle on va tous travailler avec des casquettes différentes. Donc moi, je ne sais plus, j'étais responsable malheureusement commercial, je pense. Euh, mais le fait de se déporter l'idée sur un autre métier, ça retire toutes les tensions liées au vrai métier, en fait. Il n'y a plus d'enjeu. On s'amuse, on est sur une boîte qui n'existe pas, on peut lâcher librement nos idées, on peut tout mesurer comme on l'entend, on peut rigoler des bêtises des uns et des autres, et j'en ai fait tout plein, j'étais le premier. Mais donc ça permet de jouer et de répéter dans un vrai contexte, mais en dédramatisant et en retirant tout le concret qui nous implique et qui nous tient et qui nous travaille au jour le jour, en fait. Donc ça, c'était super intéressant. Et le phénomène de résistance était déjà apparu avec le faux cas d'usage, en fait. Donc on voit déjà les personnalités qui vont se dire, OK, à quoi ça sert? Vous êtes sûr? Ça va prendre du temps? Donc voilà, ça commence à apparaître avec le faux cas. Donc ça permet de comprendre comment chacun fonctionne et comment on va devoir interagir avec chacun pour que quand on l'applique dans la réalité, on arrive à quelque chose qui marche, quoi. Et donc voilà, on y vient, le contexte, d'abord sur le fake case, donc un cas fictif, mais du vrai boulot quand même pour mettre ça en place, parce que sinon on ne serait pas arrivé à vraiment sortir, puisqu'on l'a sorti en livrable à la fin, un vrai cycle OKR qu'on aurait pu implémenter si l'usine avait existé. Le contexte, c'est quoi? C'est vision, mission, valeur. C'est dans quel terrain de jeu on est, c'est quoi nos défis commerciaux. On a été jusqu'à définir ça dans notre cas fictif pour pouvoir se mettre en mode définition d'OKR. Et donc oui, la vision, mais c'est le cap à plus long terme en fait. Le cycle OKR ne pourrait pas aller jusqu'à soutenir une vision à 3, 4, 5 ans, 10 ans, 15 ans. On doit faire le lien avec l'opérationnel, mais c'est une vraie question pertinente parce que quand on rentre un peu dans la théorie, c'est des débats qu'on a eu aussi en interne, c'est quel curseur je mets sur l'ambition que je donne à mon O de OKR, à mon objectif, jusqu'où je vais. Et ça, c'est vraiment en lien avec la maturité de l'organisation et sa clarté sur sa vision. Donc, du contexte, on a nourri notre fake case avec un contexte pour pouvoir travailler et 4 étapes hyper importantes pour arriver à notre cycle OKR qui était prêt à démarrer. La première étape, c'est la génération d'idées, on en a déjà touché un mot, dans un rôle donné pour soutenir l'objectif. C'est en mode brainstorming, il n'y a pas de limite et on va très loin sans se freiner, sans se mettre aucun obstacle dans la génération d'idées pour soutenir l'objectif. Ça, c'est la première étape. Chacun dans son rôle d'expert. Ensuite, on regroupe ces idées par thème parce qu'on voit que les experts métiers se recoupent parfois, ils tournent autour d'idées, de familles d'idées, de thématiques pour atteindre l'objectif. Et là, les regroupements par thème, on enrichit encore, on nuance certaines idées avant de les prioriser ensuite en se disant, par rapport à... Là, on prend un point de recul par rapport à notre contexte, où on en est aujourd'hui dans nos chantiers, etc., avec une vue sur l'opérationnel. On priorise et on choisit des thèmes à travailler. Qu'on transforme après en OKR, c'est-à-dire notre objectif ou nos objectifs. On peut travailler sur plusieurs objectifs en même temps, même si on verra après qu'on conseille quand même la simplicité et de rester dans le pragmatique et dans le concret. Quel key result on y associe pour atteindre l'objectif? Et dans le key result, on a déjà cette idée de résultats qu'on doit pouvoir mesurer, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Et avec quelle initiative en cours de route on soutient son cycle OKR, en sachant que les initiatives ne doivent pas être, ça c'est aussi on va dire une erreur de débutant, c'est qu'on pensait qu'en début de cycle, on devait être tout à fait au clair sur toutes les initiatives qui allaient nourrir l'objectif tout au long du cycle de 3 mois, mais on se rend bien compte que voilà, on peut démarrer avec une série d'initiatives qui vont être confrontées en cours de route, renouvelées, adaptées et même avec des nouvelles initiatives en cours de route. Ça, c'est pour le contexte du fake case. Ça répond à ta question. Donc, pour nous, les objectifs, c'est le cycle au niveau OKR, c'est 3 mois. Donc, c'est vraiment très court terme par rapport à une mission ou une vision, tu vois, qui sont censées durer pour un certain temps, quelques années. En tout cas, nous, notre mission et notre vision, c'était sur 2 ou 3 ans, tu vois. Donc, ici, on est sur un objectif beaucoup plus court dans le temps, mais qui suit qui nourrit la vision et la mission.
la vision d'une entreprise, chez Extake, j'imagine, c'est quelque chose comme Voilà, les systèmes de paiement actuels sont pas efficients ou ne permettent pas d'avoir certaines fonctionnalités qu'on a envie de proposer avec Extend, par exemple. Et donc, la mission, ce serait, nous, on va s'occuper de la complexité à la place du client et l'empêcher de devoir aller chez différents fournisseurs de services bancaires pour avoir ces fonctionnalités. On va les mettre en place pour lui. Mais du coup, ça, c'est même à plus loin que 2-3 ans. C'est la vision de l'entreprise, la mission. Et donc, comment est-ce qu'un objectif, là, parce qu'au final, l'objectif, on veut augmenter les revenus. C'est typiquement le genre d'objectif que j'entends. Oui. On veut augmenter les revenus. Ouais, ok, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Toutes les boîtes veulent augmenter les revenus, quoi. Là, j'ai envie d'intervenir. Si, parce qu'en fait, c'était en lien direct avec notre autonomie. Et en fait, en travaillant les OKR en interne, on travaillait sur notre autonomie. Et notre premier objectif qui était défini était en lien direct avec notre autonomie, qui nous permettait après de pouvoir travailler, enfin après, juste dans le second temps, sur notre vision, en fait. Parce que sans ça, on n'avait même pas les moyens d'y réfléchir. Et donc l'objectif sur une autonomie et le qui réside, ça, il y a vu par exemple, comment ça, c'est pas, on sait. Alors, c'est vrai que le besoin d'autonomie était un objectif qu'on n'a pas qualifié comme tel. Donc, quand je dis autonomie, c'est autonomie financière. Il faut savoir que Extend est une boîte qui était cotement à la ramasse financièrement. Donc, on était obligé de faire des levées de fonds pour continuer à builder nos produits. Et comme moi, j'adore builder le produit, je passais pas de temps à vendre. Donc, on faisait un très chouette produit, on consommait beaucoup d'argent, nos investisseurs étaient contents. Donc, ça marchait très bien. Mais à un moment donné, ils se disent, tiens, quand même, les gars, maintenant... il faut montrer que vous savez générer du revenu, quoi. Donc, notre objectif, comme Magali parle d'autonomie, c'était une autonomie par rapport à nos investisseurs. C'était faire en sorte qu'ils soient contents d'avoir investi et que, quelque part, ils nous retirent un peu de la pression parce qu'ils voient qu'on arrive au seuil de rentabilité et qu'un jour, on le dépasse. Donc, notre objectif, c'est dans le slide suivant, c'était d'arriver à 70 000 € de revenus mensuels. Donc c'est ça, on n'a pas mis l'autonomie, mais en fait on aurait pu mettre l'autonomie, pour nous c'était synonyme, on avait mis un seuil à atteindre en revenu. Donc du coup l'objectif c'est le qui résulte en même temps, vu que le qui résulte c'est... On donne un exemple ici, okay. Peut-être dans la vraie vie, si tu veux enchaîner avec, voilà, ça c'est notre résultat de premier cycle avec un objectif enfin 3 objectifs avec... Alors, on avait mis beaucoup d'objectifs. C'est une des conclusions, c'est il faut gérer les ambitions de façon assez... il faut être de la retenue, quoi. Parce qu'on s'emballe, on a envie de faire des choses. Et puis, quand on fait la première session, qui est un brainstorming, tout le monde y va avec ses post-it. Je crois que j'ai jamais vu autant de post-it de ma vie depuis ce matin. Je crois que toutes les sessions confondues, tous les gens ici consomment 80% des post-it vendus en Belgique. C'est pas possible. Et donc, on a fait aussi usage de post-it. Et avec tout le monde, et tu fais un brainstorm et les idées sortent. Et alors, ça devient hyper compliqué de dire, quand tu les rassembles et que tu fais des priorités, qui sont les steps suivants, c'est compliqué de dire, non, mais cette idée, elle est bien, cet objectif, cette initiative est là super intéressante, et faire le tri là-dedans et de définir des priorités et d'en jeter, malheureusement. C'est un passage obligé, et nous, on n'a pas jeté assez. C'est pas qu'on n'a pas jeté, c'est qu'on aurait pu se dire, tiens, on le prend et on le fera dans le prochain cycle. Et on était trop ambitieux. Mais là, je vois déjà la fin du slide, vous pouvez partir. C'est ça le point, en fait. Donc, il faut faire cette séance de brainstorm. Il faut simplifier, il faut définir des priorités. Et après, il faut tracer et définir des initiatives pour chacune des personnes qui est impliquée, en fait. Et juste après, on va parler d'outils de mesure de progression. Et j'ai une petite question à vous poser. Peu importe que vous soyez ou que vous avez été dans un programme OKR ou pas, vous avez sans doute des programmes d'objectifs collectifs qui tournent dans vos organisations. Je m'adresse à vous d'une façon générale. Sur le côté outils de mesure, de progression, de suivi, une cote de 0 à 10 avec vos mains, 1 au 0 c'est super nul et 8 on est super content, on a ce qu'il faut pour nous. Si vous deviez mesurer votre outil actuel, 4, 5, 1, 7, 0, ouais, c'est plutôt compliqué, 4, ok. Ah, il y a un 7. 7, ouais. C'est quoi l'outil?
C'est simplement un outil de diagramme. Et alors, on crée nous-mêmes Ok. nos diagrammes dedans. Et c'est libre. Il n'y a pas de contraintes. Ok. Globalement compliqué. Alors, on vous montre l'outil que nous, on a mis en place. C'est de la faute à Jean-Gabriel, hein, c'est un sponsor Excel. Donc, c'est un bête fichier Excel, mais qui faisait très bien le job. On l'a découpé en deux volets. L'ambition, qui était complète, mais synthétisée, donc, où on avait en permanence le résultat de ce qu'on avait défini en termes d'objectifs, donc ambitieux dans un premier temps, 3 objectifs avec parfois 7 à 10 key results par objectif, ok, toute une série d'initiatives. Donc c'est un mauvais exemple d'ambition trop marquée, mais peu importe. Donc l'ambition qui était bien retracée d'un côté, avec les responsables et parfois les co-responsables pour des objectifs croisés, on en reparlera. Et à droite, le pilotage hebdomadaire, où on avait chaque semaine un moment qui était consacré à où on en était dans toutes les initiatives sur la progression du travail en cours. Et là, vous ne voyez qu'une portion du fichier Excel. Hein, parce que... Oui. Et alors, vous voyez cette colonne progression qui était notre jauge en permanence sur où on en était par rapport à la mesure des résultats attendus. Ça, c'est l'outil de suivi qu'on a utilisé et qui faisait très bien le job sur la suivi du cycle et le pilotage d'un cycle OKR. Oui. Quand vous dites 30 ambitions, c'était par rapport à votre nombre d'objectifs, les key results qui en ressortaient ou encore les initiatives, où c'était vraiment à tous les niveaux, où c'est dit, ok, c'était l'ambition la plus totale, où il y a vraiment eu un palier sur lequel vous avez dit, ok, sur celui-là, on s'est emballé. C'était sur le contenu et des KR, donc la matière pour chaque objectif et les initiatives aussi. C'était vraiment sur il aurait fallu être 4 fois plus pour avoir ce genre de programme à mettre en œuvre sur 3 mois en fait. Parce que là, en fait, on avait défini le contenu de toute une année de cycle OKR. Il y avait du travail pour 1 an sans problème. Et nous, on avait lancé notre premier cycle de 3 mois en se disant allez, on y va quoi. Merci. Donc, on a encore des choses à vous dire sur la méthodologie avant les questions, vos retours d'expérience qui nous intéressent à fond évidemment. Donc, j'avance un peu. Sur la vie d'un cycle OKR, on se souvient de la résistance au changement juste avant, on ne va pas se mentir. C'est quelque chose qu'on a travaillé chez nous en se posant la question, qu'est-ce qu'on doit vraiment garder ? Qu'est-ce qu'il y a ? Toutes les réunions en trop, évidemment, on les enlève, mais qu'est-ce qu'on doit vraiment garder pour que ça se passe, que ce soit suivi, que ce soit bien fait au démarrage, pour que le setup ne soit pas bâclé, pour qu'on puisse vraiment être travaillé et être bien aligné ? Et comment on évalue à la fin de cycle ? Et donc, c'est les rendez-vous qu'on a gardés. C'est un kick-off meeting qui, lui, valide le contenu et qui est le résultat des étapes avant de brainstorming, d'itération, de priorisation du contenu. On lance le kick-off meeting, c'est un peu la synthèse de tout ça. On aligne tout le monde sur la définition de ce qu'on a prévu, de qui faisait quoi et de quand se termine le cycle et de la progression entre eux. Entre-temps, on a des objective review tous les mois. Donc, on en a 2, en fait, sur un cycle de 3 mois, qui se termine après par une évaluation de fin de cycle qui raconte, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on ne referait pas, les erreurs. Donc, bien au-delà de la progression, c'est tout ce qu'on a appris sur la mise en œuvre des initiatives et le travail collaboratif. Et toutes les semaines, très court là, mais le champion OKR, on y reviendra sur les rôles juste après, qui est en charge de mesurer auprès de chacun la progression, comment ça se passe bien, ça se passe pas bien, est-ce qu'il y a des freins, des obstacles, de l'aide à aller chercher à gauche, à droite pour faire avancer la machine. Donc, vous l'avez compris, ça dure 3 mois un cycle, donc 3 mois, on peut se dire que c'est pas mal, que c'est une bonne étendue de temps, mais en fait, dans la réalité, ça passe très très vite. Surtout qu'à un moment donné, il y a les aléas de la vie. Donc, il y a le gars qui part en vacances, il y a celui qui tombe malade, il y a les clients qui ont des pépins. Et donc, il ne faut pas faire la réunion hebdomadaire aujourd'hui parce qu'il faut régler le problème du client. Et donc, en fait, on se rend compte que maintenir la dynamique de la semaine, même dans une petite équipe, c'est parfois très, très compliqué. En fait, ça peut être chaud. Et donc, ça va toujours dans le sens de la simplicité et de démarrer fièrement avec des choses qui sont peut-être pas énormes, pas
tellement ambitieuses, mais qui sont en tout cas réalistes. Et il faut tendre vers le réalisme, parce que vous allez voir des éléments perturbateurs, mais bon, vous y êtes confrontés tous les jours dans votre vie de gestion de projet agile et autres. C'est la même mécanique, en fait. C'est qu'il y a un agenda à dire. Toutes les semaines, le responsable des OKR voit tout le monde, fait une évaluation, elle prend l'avancement sur chaque initiative, comme vous l'avez vu dans l'Excel. C'est gênant quand moi je suis face à Magali et que je dis ah oui, mais cette initiative, ça fait 3 semaines que ça n'avance plus, quoi. Donc voilà, il faut se mettre une gentille pression, il ne faut pas non plus être trop ambitieux. Et idéalement, on s'est rendu compte aussi, voilà, pour avoir testé les 2 méthodes, hein, les OKR, ça ne dort jamais. Ça veut dire que les cycles doivent s'enchaîner en continu en tenant compte de ces périodes un peu plus rush ou un peu plus vacances, parce que c'est très compliqué à redémarrer la mécanique quand on a fait une pause d'1 mois ou 2 sur l'agenda. Alors 3 mois plus tard, quelles étaient nos premières conclusions? Bon, c'était pas un miracle, mais c'était pas un mirage, mais c'était un petit miracle aussi, puisqu'on a mesuré nos premiers résultats. C'était lent, mais évidemment, vous avez vu notre ambition, évidemment que c'était lent. On était super rêveurs dans l'ambition. Et on a commencé à avoir des équipes, moi je l'ai vu personnellement, qui commençaient à s'aligner sur les priorités, sur comment travailler ensemble pour impacter voilà, les revenus, comment le CTO s'impliquait pour améliorer l'intégration des clients et du coup diminuer le temps où on allait pouvoir les facturer. Ben voilà, ça c'était quand même un peu magique. Je ne sais plus quoi dire. Mais bon, c'est vrai, c'est parce qu'en fait, je vais surenchérir sur ce que Magali dit. C'est quand on lève le point de se dire il faut absolument augmenter ses revenus, sinon on va se faire frapper par les investisseurs. On réfléchit en termes de commerce, on se dit il faut faire du marketing, il faut faire du sales, on se dit pas je vais aller voir le CTO. Or, quand on fait le cycle OKR, on met tout le monde autour de la table et le CTO il est là. Et on lui demande comment tu fais pour que l'argent rentre. Et le gars il trouve des post-it à mettre au tableau. Il se dit, tiens, plutôt que ça prenne 18 mois, parce qu'en fait, c'est ce qu'il nous fallait, c'est 18 mois entre le moment où le client signait et le moment où on envoyait la première facture, parce qu'ils étaient passés en prod. Alors, on n'avait pas les clients les plus dynamiques de la Terre, mais quand même, 18 mois, c'est long, quoi. Mais donc, le gars qui est CTO, qui a un profil très technique, qui gère une équipe de dev qui est déportée à Lisbonne, il sort des idées pour aider le commercial à atteindre son objectif commercial. Et donc, ça crée cette compréhension de la problématique de l'autre. Le CTO se rend compte du problème du sales, il va travailler dans son sens, et le sales, le lendemain, il se sent beaucoup mieux, parce qu'en fait, quand il voit les key results qui avancent mois par mois, il se sent porté, en fait. Il n'est plus tout seul à porter la problématique commerciale de la boîte. Il sait qu'il y a le CEO, il sait qu'il y a le marketing, il sait qu'il y a le responsable OKR, et il sait que même l'équipe technique bosse dans un sens pour améliorer sa partie et sa responsabilité dans l'activité. Je me taire, j'en dis trop. Moi, j'ai envie de les faire parler, donc il faut qu'on leur laisse du temps. Et donc, les 5... ce qu'on a appris, hein, on vous le résume ici, mais vous l'avez compris par vous-même, c'est une synthèse. Hein. L'ambition, c'est ce qui compte vraiment, et donc la définir clairement avec, voilà, malgré nos langages et nos vues métiers différents, avoir bien compris là où on devait aller, c'est la première règle d'or. Donc si on voit, si on n'atteint pas l'objectif, ça on le sait à la fin évidemment. Mais si on voit qu'on ne va pas y arriver, c'est pas grave. On garde l'objectif parce qu'en fait, tout le monde est aligné sur l'objectif. Donc si vous commencez à changer l'objectif, ça va foutre le bordel parce que vous allez créer du désalignement chez tout le monde. Donc l'objectif, il ne peut pas changer. Mais si quelqu'un rame et patauge pour avancer, vous lui facilitez la vie, vous diminuez le nombre d'initiatives, vous diminuez le nombre de key results qui sont sur ses épaules, vous lui rendez la vie un peu plus facile. On n'atteindra peut-être pas l'objectif à cause de ça, mais au moins on avance. Le droit à l'erreur, moi justement, c'est la conséquence de ça, mais de se dire voilà qu'on a imaginé des hypothèses, puisque c'est bien ça, les initiatives, c'est des hypothèses qu'on va vérifier en cours de route. Le fait que voilà, on se soit trompé sur des hypothèses, c'est pas grave. Et donc c'est aussi voilà, j'ai entendu le courage ce matin quand on parlait d'agilité, mais son pendant aussi, c'est aussi de l'humilité, de pouvoir reconnaître voilà, on se trompe, mais c'est pas grave, on mesure ensemble et on se trompe pas longtemps du coup. Voilà. Et donc le point, mais vous l'avez entendu, hein, quand j'ai commencé l'intro sur la session, on parlait de mesures. Pour moi, c'était vraiment une découverte
de se dire, bah, tiens, d'une idée, quelque chose qui n'est pas pour moi quantifiable, on parvenait à le mesurer dans le temps, en fait. Donc les key results, ce côté mesurer l'avancement, la progression d'événements qui transforment l'entreprise, c'est super intéressant, en fait. Ça devient un peu un jeu de semaine en semaine. Alors, pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai découvert un jeu. Et la dernière règle d'or, qui n'est pas des moindres, sans champion OKR, il ne se passe rien. Il faut bien définir les rôles et responsabilités, et on en retient au moins 2 pour la taille de nos équipes chez Extent. Le champion OKR, c'est vraiment celui qui va être en charge de coacher les équipes, de piloter la progression, de vérifier que tout le monde a ce qu'il faut, que tout va bien, s'il ne faut pas chercher de l'aide en interne ou à l'externe, que tout le monde reste bien aligné sur ce qu'on avait défini. Et le sponsor OKR, c'est celui qui facilite le travail du champion et qui fait le lien entre la stratégie et l'opérationnel. Alors, chez nous, le champion, vous l'avez compris, c'était Magali. C'est important que la personne ait l'autorité qu'il faut, en fait. Parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir insuffler ou obliger quelqu'un à être présent à un meeting et lui dire, oui, mais bon, t'as un meeting 16, mais non. La partie OKR est super importante pour tout le monde parce que tout le monde est impliqué. Et donc, il faut avoir cette notion de tu me respectes parce que moi, mon taf, c'est les OKR, je dois les faire avancer. Et donc, il faut avoir cette autorité pour pouvoir le faire. Et donc ça doit être transmis dès le début du projet, en fait. Il faut vraiment, moi, quand j'étais face à Magali, je faisais mon reporting sur les OKR, c'était elle le boss, c'était plus moi, en fait. Voilà. Ce qu'on ne referait pas, et là je vous demande 5 secondes mentales de réfléchir à votre pire souvenir d'évaluation, de programme, d'objectifs dans votre organisation, on en a tous. Hein. Ce qu'on ne referait pas, nous, maintenant qu'on est plus malin là-dessus, des OKR trop ambitieux et trop nombreux. Parce que même en termes de motivation, c'est compliqué en fait, parce que quand on les a définis, on y croit dur comme fer qu'il faut y aller. Éviter les OKR copier-coller entre équipes, même si on peut travailler en expertise croisée. Ne pas confondre suivi des tâches avec suivi de progrès. Ça aussi, c'est des erreurs qu'on peut refaire logiquement. Hein, je vois que vous acquiescez en cours de cycle de revenir à l'opérationnel parce qu'en fait, on a nos chantiers qui nous attendent et qu'on veut mettre du contenu opérationnel dans les OKR. Mais c'est une erreur, en fait. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ceux qu'on a adoptés pour la vie. C'est moi, ça? Faire simple, chauffons pas. Oui, faire simple. On revient, mais c'est un fil conducteur sur la session qu'on voulait vous transmettre. C'est faire gaffe. C'est vraiment revenir au basic, aux choses les plus simples. Diminuer l'ambition, parce que vous allez voir, vous allez vous laisser porter pendant le brainstorming, parce qu'il y a plein d'idées qui vont surgir, qui concernent tout le monde dans l'entreprise. Donc forcément, chacun a aussi envie de contribuer. Et donc voilà, donc il y a un vrai travail au moment du brainstorming initial pour se poser, respirer, se dire que c'est un premier exercice, qu'on prend le temps de bien faire les choses et de choisir quelques éléments et de ne pas se mettre la pression. En fait, il faut vraiment faire un premier cycle. Nous, on a voulu faire un vrai premier cycle, vrai, parce qu'on avait fait l'exercice de la boîte à sardines juste avant, et donc on pensait qu'on était bon et qu'on pouvait partir. En fait, non, il faut rentrer dedans progressivement, il faut vraiment que toute la boîte suive, il faut que vous viviez l'impact sur vos agendas, et donc voilà, franchement, retour à la simplicité. Et c'est pas du tout contraire à l'impact, justement, parce que quand on est tous alignés sur le même impact, on voit très bien qu'on peut agir dessus de façon assez étonnante, en fait. Et ça, oui, moi j'ai beaucoup aimé, au moins un key result croisé entre métiers, parce que travailler de façon collaborative avec ses propres expertises métiers sur des key results croisés, ça c'était quand même assez riche en termes de dynamique et de motivation individuelle. Ce qu'on aimerait faire rapidement, la prochaine étape pour nous, on vous les a présentés brièvement, nos développeurs qui sont à Lisbonne, hein, très dans l'opérationnel, mais ce serait étendre le programme OKR à toute l'équipe à Lisbonne. Alors on en a déjà discuté, évidemment, les premières objections, ça, mais enfin, tu te rends compte, ils sont un peu loin de ça, et puis nous, on est loin d'eux, comment on va pouvoir? Mais en fait, ce serait une façon super efficace et motivante de les intégrer, de les embarquer dans la stratégie. Fédératrice aussi, parce qu'en fait, on se rend compte que ce que tu as dit dans le slide précédent, le fait que le CTO, le responsable produit, travaille sur le même objectif que le sales, forcément le marketing et le CEO, c'est fédérateur en fait.
Donc ça crée un vrai élan dans l'entreprise. C'est la première fois où dans la société, tout le monde travaillait vers un seul et même objectif. On avait tous des objectifs. Le CTO, il a des objectifs produits, de délivrabilité. Le marketing, le sales, ils ont des objectifs de rentabilité sur les ventes. Donc, ils avaient leurs objectifs. C'est la première fois qu'ils travaillaient sur un objectif commun, en fait. Et ça, c'était vraiment fédérateur dans la structure de management, en tout cas à Charleroi, et qu'on voulait vraiment transmettre avec Lisbonne pour avoir toute l'équipe soudée et orientée vers un seul et même objectif. Et même d'aller un peu plus loin, puisqu'on est en train de travailler sur notre process de review de performance individuelle, c'est d'intégrer des objectifs collectifs dans la review des performances individuelles, puisqu'en plus, voilà, c'est en lien, j'avais dit qu'on en parlerait, les valeurs d'Extend. Dans les valeurs d'Extend, il y a l'unicité, et ça aurait vraiment du sens pour nous. Et dès qu'on en parle, même aux développeurs, très vite des idées arrivent sur comment collaborer de façon croisée sur des objectifs communs. Alors, notre roadmap, ça c'est la petite fiche copion qui résume un peu notre méthode sans grande théorie. Notre roadmap pour OKR, c'est ça, hein. C'est les 3 réunions de setup avant de démarrer un cycle qui est bien défini. C'est des rendez-vous planifiés sur 3 mois. La ligne du temps que vous avez vue avant, elle doit être planifiée au démarrage du cycle. On ne la planifie pas en cours de route, sinon on n'y arrive pas, évidemment. Un Excel pour le pilotage et la progression. Voilà, plein d'autres outils, on en a vu des super beaux, mais voilà, Excel, c'est très bien aussi. Et des rôles et responsabilités bien définis avant de démarrer en interne pour s'assurer que le programme est sur les rails. Alors ça, c'est notre devise pour la fin. C'est voilà, viser la lune, rester ambitieux, évidemment, ne balayez pas votre ambition, n'attirez pas par le bas, mais faites-le ensemble. C'est les deux, ceux-là? Oui, bien sûr. Je voudrais juste rajouter un truc, c'est que parce que le mot de la fin, c'était ça, c'est ambitieux, c'est un objectif vers lequel tout le monde tend. Il faut se rendre compte qu'il y aura un impact dans la boîte, c'est que c'est aussi un outil de transformation. Ça va changer votre boîte. Vous n'allez pas atteindre un objectif, vous allez transformer l'entreprise dans laquelle vous êtes, parce qu'en fait, tout le monde va être aligné vers un objectif. Et donc ça change les gens. Et comme c'est hebdomadaire, ces meetings, ça les change rapidement et pour longtemps, en fait. Donc, ça a été aussi une découverte parce qu'on ne s'y attendait pas, mais ça a changé la façon dont la boîte a fonctionné après quelques mois. Et merci pour l'échange. Oui, il va fort. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Donc, je vais juste vous partager quelques points parce qu'on est dans le partage. C'est un magnifique outil pour expliquer à des gens ce que c'est qu'un objectif stratégique et comment on le décline, parce que généralement, les personnes se sentent très éloignées des objectifs stratégiques et ils se disent généralement, c'est pas pour moi. Et ils ne comprennent pas non plus l'impact d'un objectif dans une vision, et donc cette déclinaison-là, c'est un magnifique exercice. Moi, de mon expérience, les difficultés que j'ai, vous me direz si vous avez les mêmes. Quelques problèmes que j'ai, c'est que j'ai généralement des problèmes lorsqu'il reste 10% avant d'arriver à la fin de l'OKR. Les 10 derniers pourcents, ils vont traîner. Et donc, on a réfléchi à ça par la suite. Un autre point aussi important pour moi, c'était la difficulté entre les interdépendances, les projets parents-enfants. Et donc, ça a pu créer des tensions aussi. Et ça, je me suis demandé, tiens, comment vous les avez gérés, parce que moi, je n'ai pas la clé. Il y a une autre question aussi qui est importante, qui pour moi est fondamentale, c'est comment vous avez fonctionné entre top-down, bottom-up, dans le sens où, bien sûr, les dirigeants ont... D'abord, il y a la mission. La mission, voilà, on mange des fruits. Il y a la vision, nous, on va manger des bananes et on va les manger comme ça et ça va être génial pour nous. Et puis, il y a les objectifs stratégiques, on va manger 24 bananes par personne. OK, fine. Et puis, il y a l'OKR qui dit pendant 3 mois, on va éplucher 5 bananes. Ça, c'est génial. Mais celui qui dit combien on va en mettre et celui qui va créer l'OKR, c'est celui qui fait ou c'est celui qui a la vision? Parce que c'est là où vous le faites ensemble. Parce que nous, on a rencontré pas mal de difficultés par rapport à ça, à ce moment-là. Un peu comme le lean qui dit, c'est celui qui fait qui dit combien il va faire. Et alors, je vous laisse répondre évidemment, la question du visuel. Comment vous avez rendu ça visible? Parce que si tu mets ça dans ton fichier Excel, c'est génial, mais il faut ouvrir le fichier Excel pour voir l'évolution. Or, on sait tous que si ça n'est pas là, ça ne vit pas. Ça n'existe pas. Donc, comment vous l'avez rendu visuel
au Portugal et chez vous. Et enfin, oui, je sais. Et c'est passionnant, donc ouais, j'ai noté, hein, je prends le temps. Ouais, voilà. Ouais, ça, par contre, moi, je reviens. La gestion individuelle, moi, j'en reviens totalement. C'est mon truc. Parce que quand on remet ça dans la gestion des performances individuelles, ça déresponsabilise l'équipe par rapport à une ou l'autre personne. Or, d'expérience, c'est vraiment le collectif qui va faire pousser l'OKR. Et des fois, tu as un individu qui n'est pas bon dans un truc, mais d'autres qui sont très bons dans autre chose. Et donc, moi, j'ai transformé ça en gestion collective. Il n'y a plus d'objectifs individuels. Il n'y a que des objectifs de team. Voilà. C'est cadeau. Alors, moi, j'ai une super mauvaise mémoire, donc j'ai oublié les 4 premières questions. Pour répondre à la dernière, je pense que la personne qui gère et qui a ce rôle de responsable OKR, de super-héros OKR, justement, elle corrige ce biais-là, parce qu'elle fait des rencontres one-to-one, et quand elle voit que quelque chose part en sucette, elle peut interagir parce qu'elle a l'autorité. Et quand les objectifs sont partagés sur plusieurs personnes, les initiatives sont partagées sur plusieurs personnes, elle prend les 2 ou les 3 personnes, elle fait un point et elle se dit, OK, comment on fait avec cet objectif? Est-ce que vous allez y arriver? Vous ne voulez pas y arriver? On jette, on le fera plus tard. Peu importe. Le but, c'est de comprendre, c'est que les gens soient alignés sur la décision qui est prise, quelle que soit la décision, en fait. Si la décision est de continuer à 2 et pas à 3, so what? Mais au moins, c'est un lieu de communication et d'échange. Et donc, comme c'est un lieu de communication et d'échange, tu as toujours tout le monde derrière toi, en fait. Tu fédères les gens. Et donc ça, c'est un des points, c'est une des responsabilités, c'est de garder la fédération, le fait que les gens soient toujours dans le même objectif, tendent dans la même direction, quoi qu'il advienne, en fait. On comprend tous que quelqu'un peut être malade ou va devoir partir en vacances. Il nous reste 3 minutes. Je réponds rapidement aux questions dont je me souviens. On en a eu des frictions sur les objectifs et les KR par an. Voilà, visuel, c'est les rencontres hebdomadaires. C'est le fait qu'on en parle tout le temps qui met ça dans les habitudes, dans les agendas, dans les priorités. On n'a rien fait en termes de posters. Voilà. On en a eu des frictions, mais du coup, ça permet de se parler autour de ça. On n'a pas de recette magique pour éviter ces moments-là. Ça, c'est le prix à payer quand on travaille ensemble sur des objectifs. J'avais une question complémentaire, je crois que vous avez raison. Oui. Ah, pardon. Oui, désolé. Vous avez traité un sujet au début de la présentation, mais je crois que j'ai raté la réponse. Quand vous avez eu des frictions par rapport aux gens qui vous disaient ça va être du temps en plus pour gérer nos activités, vous avez fait quoi là? Vous avez dit quoi? Eh bien, on a utilisé l'argument de temps puisque c'est une façon de prioriser ces projets. Ça a pris un peu de temps, ça ne s'est pas fait en quelques semaines, puisque comme on est OK sur l'alignement et qu'on est OK sur l'objectif à atteindre, quand on a justement des conflits d'agenda, des problèmes d'organisation de temps, ça aide de pouvoir faire le choix sur quoi on va retravailler si on doit faire des choix pour faire avancer les OKR, puisque là, on est sûr qu'on est tous OK pour dire que c'est super important. Et puis, tu crées un élément de partage aussi. Donc, le fichier Excel, c'est vrai que on l'ouvre pas tous les jours, mais quand tu l'ouvres et que tu vois que les autres avancent, ça te la fout mal de voir que toi, tu n'avances pas, quoi. Donc, tu vois, la personne qui est un peu en retrait, qui ne veut pas y mettre du temps, etc., elle a aussi sa fierté et elle se rend compte qu'en fait, elle impacte le travail de tous les autres. Ce qui passe tout à fait inaperçu quand tu ne fais pas les OKR. Parce qu'il y avait déjà ces freins chez nous et les mêmes personnes qui n'étaient pas dans une dynamique qui était un peu lent. Là, ils sont confrontés à une réalité. Pour la première fois, on mesure le fait que, oui, ils sont un peu lents et ils ralentissent un peu tout le monde. Donc, ça ressort, ça joue sur les gens, ils sont accompagnés et de nouveau, on les réembarque dans l'objectif. Donc, c'est vraiment une spirale positive. Mais ça prend un peu de temps pour... Bonjour, merci pour ce cas très intéressant. Juste une question, combien de temps est-ce que ça prend pour alimenter le fichier Excel? Est-ce que c'est lourd à gérer ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à automatiser aussi? L'alimentaire de suivi, de progression? Mettre les ingrédients dedans, qui les met? Où est-ce que vous allez chercher les chiffres? Qui s'en occupe? Si la personne n'est pas là, est-ce que ça ralentit le process? Est-ce qu'il y a des choses automatisées qui sont en place pour ça? Non, on n'a rien automatisé puisqu'on a mis du poids sur le suivi humain, relationnel des OKR. Pour la partie contenu, pour remplir le contenu, on a besoin de 3 réunions pour avoir le contenu du cycle. Et sur la partie progression, c'était
5 à 10 minutes hebdomadaires avec chaque responsable de Key Result pour voir l'avancement. Ça rejoint à la question. Ben oui, ben l'avancement, c'est la progression. On mesurait ensemble, voilà, c'est 5 à 10 minutes individuelles que le champion consacrait à chaque responsable d'OKR. Le champion fait la review, mais en fait, on était chacun responsable pour nos propres initiatives d'aller évaluer notre progression. Donc en fait, tu ne dois pas arriver devant le champion et lui dire je suis désolé, je suis toujours qu'à 10%. Tu mets toi 10% dans le fichier Excel et le lundi matin, ça ressort, ok, on est à 10%, est-ce qu'on peut t'aider, est-ce qu'on peut pas t'aider, qu'est-ce que tu penses, est-ce qu'il faut garder l'initiative ou on la jette. Mais donc c'est en préparation du lundi matin que la personne et chacun va sur ses propres initiatives prendre, je sais pas, 10 minutes pour évaluer son avancement dans chacune des tâches. Donc c'est pas ce côté reporting suivi. C'est pas ça qui consomme, du temps. Et on a choisi un fichier Excel parce qu'on s'est dit tout le monde connaît, on doit pas rentrer dans un outil en plus. Ceux qui ont des freins, au moins ils n'auront pas de frein par rapport à l'outil. Donc voilà, c'était dans une optique keep it simple. Quoi. Oui, il adore. Il y avait une table pivot derrière, donc j'adore. La prochaine session est à 16h35 et 16h15. On a encore 20 minutes. On est large. Non, en fait, il y a juste une chose qui est encore pour moi pas claire. C'est donc, on a notre vision, on a notre mission, on définit des objectifs stratégiques qu'on essaye de faire tenir sur 3 mois, sur des itérations. Et de ces objectifs découlent des initiatives. Et pour chaque initiative, on va essayer de trouver des métriques qu'on appelle les key results, c'est ça? Et donc, c'est OIKR, quoi, parce que c'est un objectif stratégique qui définit des initiatives. Non, c'est OKR, les initiatives découlent des KR. Voilà, elles sont pas dans le titre, mais c'est tout ce qui se passe pour que ça avance, en fait. OKR. Okay. L'initiative est vraiment ce qui est très proche de la to-do list, si on peut le dire comme ça. Mais en fait, en dessous des initiatives, tu as une liste d'actions, quoi. Tu as des bullet points, tu as des tâches. Ouais. Et donc, pardon, mais le slide était complètement illisible dans les exemples concrets. Et donc, si on reprend l'exemple concret d'un objectif qui était d'avoir 70 000 € de revenus... Je l'ai encore en tête. Je fais l'exemple sans montrer le slide parce qu'on a dit pas de théorie, pas de tuto, mais on rentre dans l'Excel que j'ai encore un peu en mémoire. On avait l'objectif, les revenus, les 70 000 de revenus. On s'était dit qu'on allait travailler au moins sur l'année. Okay, on le savait bien qu'on n'allait pas résoudre ça en 3 mois de cycle. On démarrait un cycle OKR en se disant qu'est-ce qu'on va faire pour travailler sur ces 70 000 de revenus qu'on veut avoir. On part de 15, on veut aller jusqu'à 70. On avait 3 objectifs qui étaient définis. On voulait d'abord travailler sur décroître ce temps de facturation, qui était un vrai problème parce qu'un client n'était pas égal à du revenu immédiatement chez Extend. Ça, c'était le premier objectif. Deuxième objectif, on voulait travailler sur la qualité des sales, qualité de l'outbound. Deuxième objectif, avec une série d'idées là-dessus. Troisième objectif, travailler sur la qualité de l'inbound, du marketing et tout ce qu'on faisait en content marketing pour aider les sales au final, mais donc pour aider à atteindre le travail sur les revenus. Ça, c'était les 3 objectifs de notre premier cycle. Ensuite, pour un objectif qui était Decrease Time to Bill, on avait des KR qui étaient par exemple de faire une nouvelle offre, un nouveau contrat plus sexy pour les clients pour qu'ils signent plus vite pour arriver à atteindre l'objectif. On avait la mise en place d'un plan d'implémentation, d'intégration de 3 mois maximum qui était géré par le CTO pour diminuer ce temps de production d'onboarding chez le client. On avait encore d'autres choses qui m'échappent là maintenant. Ça, c'était les KR qu'on mesurait. On le mesurait, le temps d'intégration d'onboarding chez le client, on le mesurait en fait. Ok, mais donc l'objectif, c'était pas les 70 000 €. Les 70 000 €, c'était un objectif général, on va dire, mais qui était divisé en plus petits objectifs. Le temps de facturation. Les 70 000 €, c'est la boussole. C'est là où on veut aller, quoi. Et pour arriver à la boussole, on s'était mis des objectifs qu'on allait mesurer pour voir si ça nous amenait à nous rapprocher de la boussole. Ok. Par exemple, le temps réduire le temps d'onboarding d'un client. Chez nous, un client, il mettait au moment où il signait, le moment où il partait en prod, 18 mois s'écoulaient. Donc c'était un peu long. On a essayé de... Donc le key result, c'était diminuer l'objectif, c'était diminuer ce time to be.
Chez le CTO, c'est devenu un key result qui était organiser une session ou une formation pour que le client, donc ce qu'on appelait le success pack, s'onboard en 3 mois. Et ça, c'était son key result. C'était créer ce success pack. Et les initiatives pour créer le success pack, c'était de dire, OK, on doit faire tout un ensemble de documentation, on doit faire un ensemble de FAQ, on doit créer des sessions de engineering, on doit retravailler le code, la documentation, on doit mettre en place une session de formation sur 5 semaines. Voilà, donc ça, c'était vraiment les initiatives. Et puis, dans l'initiative, tu as plein de tâches qui sont assignées à tout le monde, au Portugal, en Belgique, etc. Donc, c'est vraiment une approche top-down. Oui, Oui. Madame. Moi, j'ai une petite question au niveau des commerciaux, parce que je m'occupe justement de commerciaux. Je voudrais savoir un petit peu comment est-ce que vous faites le follow-up avec eux de manière régulière. Parce que eux, quelque part, ils bénéficient de tout ce que vous mettez en place. Mais du coup, est-ce qu'ils ont quand même des objectifs communs ou est-ce qu'ils ont des portefeuilles indépendants? Et comment est-ce que vous faites pour qu'ils adhèrent en fait à toute votre stratégie, à vos OKR, etc. Donc on avait un CCO qui n'est plus là aujourd'hui, mais on avait un CCO qui était impliqué directement dans le programme OKR du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il était avec nous pour générer les idées qui allaient devenir des KR et des initiatives. Il était impliqué, on n'avait pas d'autres... Mais ils ont des portefeuilles donc indépendants ou ils ont des bonus collectifs, des targets collectifs? Comment ça se passe? Mais on n'avait qu'un commercial. On était... Ah oui, avec un. Okay. Oui, on est une boîte de 10, donc il y avait un 16, je parle bien là, parfait, donc il y avait un 16, ouais. Et aujourd'hui, il y en a combien alors du coup? 0. C'est moi. Ok, ça va, merci. C'est quoi? Ah, ça c'est pas mal comme question. Là, c'est reparti, il faut rajouter 5 minutes. On a développé une solution, entre autres, on a une solution de paiement online. Donc on s'intègre sur les sites de commerce électronique et on propose un paiement de banque à banque. Donc sans passer par la mécanique des cartes, tu payes directement avec ton compte bancaire. L'argent arrive en 10 secondes sur ton compte et ça coûte 20 cents par transaction. Et si tu veux devenir client, j'ai des contrats. C'est comme la... C'est mieux. Deux questions. On travaillait dans une boîte où on utilisait les OKR de SIL, on les découvrait un peu relevo. Et par contre, c'était fort hiérarchisé. Donc, il y avait le CEO qui mettait genre un gros objectif et 3 key results. Et les key results redevenaient les objectifs, par exemple les miens. Et puis moi, dans mon équipe, ça redevenait. Et donc, c'était très en structure, en arc comme ça. Et je trouvais que ça fonctionnait pas hyper bien. D'après ce que moi j'ai vu là, vous êtes plutôt aligné sur des key results. Et alors, il y a des choses qui se passent inter-équipe, mais vous avez tous au même key result. Ça répond aussi à la question qu'on a eue tout à l'heure et qu'on n'a pas eu le temps qu'on a oublié de répondre. C'est que ça se discutait en fait entre nous. Voilà, petite équipe, ça facilite les échanges. Et quand par exemple Jean-Gabriel était hyper ambitieux sur des key results qui impactaient d'autres métiers, on les discutait, on les challengeait, on les pondérait ensemble en fait. On avait ce loisir-là. Ouais. Oui. Et oui, parce que ça demande de l'engagement. Comment travailler et se motiver à quelque chose qu'on n'est pas persuadé de pouvoir atteindre, ça n'a pas beaucoup de sens. Je vais devoir arrêter là tout ceci parce qu'il y a une autre session qui va bientôt commencer. Mais libre à vous de discuter après. Pas de... Merci. Merci à vous.